Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à la 8e édition du concours de plaidoirie de l'Armor Rotarac. C'est un plaisir de vous retrouver ce soir dans des conditions un peu particulières, du coup, en ligne pour tout le monde. Petit point technique, avant que nous commencions, nous vous remercions de bien vouloir couper vos caméras et vos micros pour que vous puissiez bien voir le jury ainsi que les participants quand ils interviendront. De plus, si vous voulez, vous avez en haut à droite de votre écran un petit lien, enfin un petit icône affichage, et vous pouvez cliquer sur affichage intervenant afin de voir en grand écran les personnes qui parlent. Ce sera beaucoup plus pratique pour suivre le concours. J'espère pour vous que vous avez tous bien lu notre sujet, les princesses contre les princes, afin de pouvoir bien suivre toutes les plaidoiries. Et nous espérons que vous allez passer un très bon moment avec nous. Je vais maintenant laisser la parole à Monsieur le Président du jury, Monsieur Daher, qui va vous présenter les membres de son jury. Merci, merci Bérénice. Bonsoir à tout le monde, à tous ceux qui nous voient par écran interposé. Qu'est-ce que j'aurais aimé vraiment que cette manifestation ait lieu in situ, dans un amphi d'une antenne universitaire qui m'est très 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 chère, comme certains d'entre vous le savent. En tout cas, un petit mot pour remercier les organisatrices de cette belle manifestation. 8e année, Bérénice, c'est la 7e édition, puisqu'il y en a une qui n'a pas eu lieu l'année dernière. Voilà, bravo, vous l'avez organisé dans un contexte difficile. Les étudiants suivent leurs cours à distance. En plus, vous avez pris sur votre temps pour organiser cette manifestation. C'est tout à fait conforme aux valeurs du Rotaract, du Rotary, l'action et puis l'ouverture d'esprit et donner vraiment une chance aux jeunes de s'exprimer. C'est une excellente chose. Je suis très sensible à ce que vous faites parce que je suis très sensible à la situation dans laquelle se trouvent nos étudiants, quels qu'ils soient, où ils se trouvent actuellement. Et beaucoup en souffrent, il faut le reconnaître. Je remercie bien sûr mon amie, ma vieille amie et de toujours, Marie-Renée Kervella, pour avoir piloté, initié ce projet depuis fort longtemps. Et bien sûr, Dominique Alix, qui est notre technicien d'un soir, qui va nous aider vraiment à ce que cette manifestation ait lieu. Écoutez, sans trop tarder, je vais demander à chacun des membres du jury de se présenter. Je commence par Madame la bâtonnière, Simone Graïc. Merci Madame beaucoup. Graïc, à vous la parole. Merci beaucoup. Bonsoir à tout le monde. Je suis donc Simone Graïc, avocat inscrit au barreau de Saint-Brieuc et actuel bâtonnier en exercice de l'Ordre des avocats du barreau de Saint-Brieuc. Et je suis très heureuse d'être parmi vous ce soir. Merci. Madame Roxane Rivera, représentante du Rotaract auprès du district 1650. Bonsoir à tous. Super événement ce soir et merci beaucoup pour toute l'organisation. Roxane Rivera, représentante du district Bretagne-Mayenne des cyclobes Rotaract. Merci Roxane. Madame Véronique Martin, commissaire de police à Saint-Brieuc. Une autre fonction plus précise, excusez-moi Madame la commissaire. Parfait, non, c'est parfait. Bonjour, oui, donc je suis Véronique Martin, ravie d'être parmi vous. Je suis directrice départementale adjointe des Côtes-d'Armor. Donc voilà, vraiment, je suis très contente. C'est une première pour moi d'assister à un concours de plaidoirie, donc je me réjouis. En plus, le sujet est particulièrement croustillant. Donc voilà, merci à tous. Merci, Maître Benjamin English, avocat à Saint-Brieuc. À vous la parole. Merci, Monsieur le Président. Benjamin English, je suis avocat au sein du cabinet Avril et Marion, dont le siège est effectivement à Saint-Brieuc. C'est la première fois aussi que je participe à un jury de concours d'éloquence, de plaidoirie. Vous allez vous livrer à un exercice particulier de la plaidoirie en visioconférence et vous allez cependant passer après ceux qui ont théorisé cet art. Vous allez passer après Cicéron, Quintilien, qui ont théorisé ça il y a bien longtemps. Donc, une recommandation ce soir à tous les candidats. Il faut qu'il soit le trait d'union entre la tradition et la modernité. Très bien, merci. Je laisse Bérénice reprendre la parole pour nous donner quelques consignes précises. Bien sûr, merci Monsieur Day. Alors, nous allons pouvoir entendre nos 4 candidats qui auront chacun 10 minutes pour nous convaincre de vouloir défendre la personne qu'ils ont choisie, les princes ou les princesses. À l'issue des 40 minutes à peu près que devraient durer toutes les plaidoiries, le jury partira délibérer. Donc, vous aurez 10 minutes laissées avec nous.
Et à la fin, le jury annoncera le gagnant du concours de plaidoirie de cette année. Donc voilà, je pense qu'on peut commencer tout de suite si tout le monde est prêt. La première candidate à passer, ça va être Emma Campion. Donc notre première candidate est Emma Campion. Elle est actuellement en première année de licence de droit. Emma est une personne altruiste et elle ne supporte pas l'injustice et l'inégalité. On lui répète souvent que sa croix est déjà assez lourde et qu'elle ne devrait pas porter celle des autres. Elle est d'ailleurs pompier volontaire depuis l'été 2020 et elle est passionnée par le métier d'avocat depuis son jeune âge. Ce concours est un moyen pour elle de faire ce qui lui plaît et de gagner confiance et en assurance. Emma, tu as 10 minutes pour nous convaincre. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les jurés, Mesdames, Messieurs, toute femme comprendrait l'enjeu de ce jour. En tant que femme, je me sens particulièrement concernée et je me dois de les aider. Depuis toujours, l'homme est vu comme le sauveteur de la jeune fille en détresse. Depuis toujours, dans les films, la femme est connue pour être faible et impuissante, et l'homme pour être fort et puissant. Depuis toujours, dans les films, la femme apparaît comme une victime et l'homme comme un héros. Quelque chose qui dure depuis la nuit des temps ne doit-il pas être pour autant dénoncé? Il était une fois 3 femmes. Belle a été enlevée par un prince. Aurore et Blanche-Neige, elles, ont été embrassées de force par des princes. Est-ce parce que ce sont des princes que leur comportement est tolérable? Doit-on normaliser ces comportements, ces abus, ces agressions? Les femmes, parce qu'elles sont femmes, doivent-elles subir les pratiques malvenues de ces hommes? Ces princesses dénoncent des comportements abusifs de leurs sauveteurs. Certes, ils les sauvent, mais ils profitent d'elles et de leur détresse. Ils jouent de leur faiblesse pour abuser d'elles. Est-ce le rôle d'un sauveteur de manipuler et d'agresser la jeune femme? Elles ont besoin d'aide, sont seules et en danger. Mais elles ne sont pas plus en sécurité avec ces hommes sans scrupules. Ces comportements ne sont pas tolérables et ne peuvent être justifiés sous aucun prétexte. Rien ne justifie l'agression. Chacun doit respect à l'autre. Ces femmes, si elles ne donnent pas leur consentement pour de tels actes, ne doivent pas subir ces volontés de ces hommes. Alors oui, il les sauve. Il les protège peut-être d'un danger imminent, d'une mort probable. Mais mérite-t-elle d'être enlevée? Ne doit pas-elle être protégée de tout danger, et même de celui de l'homme? De surcroît, un baiser de force doit être puni. C'est un acte personnel, intime, mais surtout qui nécessite le consentement des 2 personnes concernées. S'il n'y a pas de consentement clairement exprimé, c'est une agression. C'est une cause qui est défendue depuis des années, mais qui n'est jamais réellement entendue. Bien souvent, nous passons ces problèmes sous le compte de l'humour, et non du manque de respect et de la négligence. Car oui, embrasser une femme sans son accord est un manque de respect et une agression. Car oui, enlever une femme sans son accord est un manque de respect et un délit. Car oui, Pierre Ménès, soulever la jupe d'une jeune femme sur un plateau télévisé est un manque de respect et une agression. Ces hommes doivent être condamnés. Vous plaidez l'innocence de ces princes, mais ne doivent-ils pas répondre de leurs actes comme tout homme? Tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Ici, ces princes ont entaché la personne même de ces princesses. Ils leur ont nui, leur ont causé un dommage. Ils doivent être entendus à juste titre et la justice doit les condamner. Seulement, ce n'est que très rarement le cas. En France, toutes les 9 minutes, une femme est agressée. Alors oui, ce chiffre recouvre une majorité d'agressions, telles que le voyeurisme, l'harcèlement sexuel, les attouchements. Mais ne vous choque-t-il pas? Personnellement, il m'effraie. Il me fait peur pour ma sécurité. Depuis que vous vous êtes levés ce matin, c'est 73 femmes. 73 femmes qui sont détruites et ces princesses en font partie.
La culture du viol est réelle. C'est notre société qui l'a promue. Seuls 2% des victimes verront leur agresseur condamné. 98% des victimes vivent dans la honte, l'angoisse, la culpabilité, la peur chaque jour de recroiser dans la rue la personne qui les aura détruites, qui leur aura enlevé leur intimité et leur joie de vivre. La femme est emprisonnée dans ses tourments et l'homme, lui, vit pleinement. Seuls 12% des femmes portent plainte. Pourquoi ne pas parler, me direz-vous? 91% des victimes connaissent leur agresseur. 47% des victimes sont agressées par leur conjoint ou ex-conjoint. Les victimes ont peur des représailles ou ne prennent même pas leur agression comme quelque chose de grave. Combien d'entre elles n'osent pas parler car elles ne seront pas écoutées, ni même crues? Notre société fait culpabiliser les femmes de subir ces agressions. 42% des Français estiment que la culpabilité du violeur est atténuée si, je cite, « la victime a eu une attitude provocante en public ». Après avoir dénoncé son agression, la femme doit encore subir les remises en question de sa famille, de ses amis, de la société. Une enquête a été menée, mesdames, messieurs, en 2018, sur un échantillon de 500 femmes, toutes victimes d'agressions sexuelles. 60% d'entre elles ont déclaré que les gendarmes les avaient dissuadées de déposer plainte ou avaient refusé de prendre leur plainte. Comment étiez-vous habillée? Lui avez-vous clairement dit non? Êtes-vous sûr de ne pas l'avoir aguicheté? Tant de questions que l'on ne veut plus entendre. Pourquoi parler? Pourquoi se lancer dans des démarches sans fin? Se battre pour sa dignité, si ce n'est pour même pas être écouté? Pour toutes celles qui n'ont pas parlé, déculpabilisons ces princesses qui l'ont fait. Pour toutes celles qui n'en parleront pas et n'ont pas parlé, condamnons ces hommes. Nous pouvons continuer encore longtemps avec ces chiffres. En France, 20% des femmes ont été ou seront agressées sexuellement dans leur vie. Nous sommes 34 700 000 femmes. Parmi nous, 6 940 000 se verront détruites. Une femme sur 5. Votre mère, votre sœur, votre tante, votre fille, aucune n'est épargnée. L'adage « ça n'arrive qu'aux autres » n'est pas si vrai que cela. L'article 222-22 du Code pénal considère l'agression sexuelle comme un délit et le trafic de drogue comme un crime. Le petit vendeur de drogue, lui, sera emprisonné, mais l'agresseur en liberté. Notre société protège l'agresseur. Ce ne sont pas les femmes qu'il faut changer. Ce n'est pas leur façon d'être, ni leur tenue, ni leur voix. C'est notre société. C'est la vision que nos films donnent à notre jeunesse. C'est notre justice. Une procédure pour une agression prend en moyenne 6 ans. Quelle femme aurait le courage et la force de tenir aussi longtemps? Il faut condamner ces agressions. Arrêter de laisser paraître ce crime pour un simple délit. Ici n'est pas le lieu du jugement de Roman Polanski, mais 42 jours de prison pour l'agression de 11 femmes n'est clairement pas une condamnation en accord avec ses fautes. La honte doit changer de camp. La culpabilité doit changer de camp. Qui ne dit mot consent? Un adage bien interprété dans la justice. Sous prétexte que les femmes ne disent rien, l'on devrait prendre cela pour un consentement. Rien ne dire n'est pas se soumettre. Ce n'est juste pas avoir la force de le faire. Nous ne pouvons laisser des hommes qui se dédouanent de leurs actes sous quelconque prétexte. Il faut mettre en place un réel plan d'urgence pour promouvoir la parole et la protection des femmes. C'est en parlant que nous avancerons et combattrons ce cauchemar que vivent trop de femmes depuis trop longtemps.
Et ainsi, l'on pourrait dire, elles vécurent heureuses. Merci. Merci Emma pour cette très belle plaidoirie à l'honneur des princesses. C'est arrivé. Parfait. Donc, notre seconde candidate est Julie Margaté. Elle est actuellement en 2e année de licence de droit et elle est passionnée par la lecture. Un de ses premiers livres était d'ailleurs un conte. Quand elle était enfant, elle adorait Blanche-Neige. Elle avait d'ailleurs la robe blanche de Blanche-Neige. Les mêmes longs cheveux noirs comme l'ébène, la peau très pâle comme la neige. Il ne manquait plus que les lèvres rouges comme le sang. Elle souhaite aujourd'hui faire ce concours pour avoir l'opportunité d'être face à autre chose qu'un exercice universitaire tout en restant dans un domaine qui la passionne. Julie, tu as 10 minutes pour nous convaincre. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Avant d'entrer dans le vif du sujet, j'aimerais introduire cette affaire en vous citant un romancier et dramaturge québécois, Robert Lalonde. Selon lui, dans son roman « Le diable en personne », la vie est un conte de fées qui perd ses pouvoirs magiques lorsque nous grandissons. Eh bien, ces contes, que nous connaissons tous, qui ont bercé nos tendres enfances, n'auraient finalement rien de magique. C'est donc à l'ère des mouvements, tels que MeToo ou Balance ton porc, que nos princesses favorites décident enfin de casser le mythe. Cela, afin de nous confier la dure réalité qui anime nos contes d'enfants. En effet, ils auraient été bien plus que romancés. Afin de vous le démontrer, j'aimerais commencer par un rapide rappel des faits. À l'occasion d'une réunion annuelle d'une association, les Princesses Disney, 3 d'entre elles souhaitent engager des poursuites contre leur prince. Il s'agit tout d'abord de la princesse Belle, du conte La Belle et la Bête, qui affirme avoir été enlevée par le prince Adam, aussi appelé la Bête. Puis, il s'agit de la princesse Aurore du conte La Belle au bois dormant et la princesse Blanche-Neige, qui affirment, quant à elles, avoir été embrassées de force par leur prince, le prince Philippe et le prince Florian. Nous sommes donc ce soir face à une affaire qui doit être éclaircie de toute urgence. En effet, l'avenir des princesses en dépend, mais également celui des enfants. Comment pourrions-nous continuer de leur conter de telles histoires tout en sachant la réalité qui en découle? Je me tiens donc face à vous ce soir afin d'assurer la défense des princesses Disney, les véritables victimes de cette terrible affaire. Afin de vous le démontrer, je commencerai par évoquer le cas de ma première cliente, la princesse Belle, puis le cas de mes 2 autres clientes, la princesse Aurore et la princesse Blanche-Neige. En vertu de l'article 224-1 du Code pénal, tout enlèvement, séquestration ou fait de détenir quelqu'un contre son gré est puni de 20 ans de réclusion criminelle. La princesse Belle dénonce donc un acte puni par la loi. En effet, celle-ci s'est rendue au château de la Bête afin d'éviter à son père une mort certaine. La Bête, ou le prince Adam, l'a détenu pendant plus de 3 mois dans son château. Il encourt donc 20 ans de réclusion criminelle, crime qui, en l'espèce, pourrait être encore plus lourdement sanctionné. En effet, selon l'article 224-4 du Code pénal, lorsqu'une personne détenue l'est comme otage afin d'assurer l'impunité de l'auteur d'un crime ou d'un délit, la peine encourue est de 30 ans de réclusion criminelle. En l'espèce, la princesse Belle s'est rendue au château de la Bête pour éviter à son père une mort certaine puisqu'il avait volé l'une des roses de la Bête. Il a donc commis un délit de vol et la princesse Belle a donc été séquestrée comme otage pour assurer l'impunité du crime, plutôt du délit, commis par son père. Ma cliente, pour cela, doit obtenir justice. Elle a été détenue pendant plus de 3 mois, je le rappelle, dans le château de la Bête. En effet, elle s'est vue privée donc par le prince Adam d'une liberté fondamentale, la liberté d'aller et venir, protégée par l'article 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Je vous cite celle-ci, à défaut de pouvoir citer celle d'Olympe de Gouges, la Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne. Donc cet article 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen dispose que la liberté consiste à faire tout ce qui ne nuit pas à autrui. Mais la Bête, en détenant, en séquestrant ma cliente, lui a considérablement nui. La Bête est un criminel qui s'est joué de l'affection que ma cliente portait à son père pour pouvoir la détenir contre son gré. J'aimerais contester par avance un point que mes confrères avocats de l'opposition soulèveront. Dans le film Disney, ma cliente semble éprise de la Bête. Elle semble lui vouer une réelle affection. Celle-ci n'est pourtant pas bien naturelle.
En effet, ma cliente était atteinte au moment des faits du syndrome de Stockholm. Mais qu'est-ce que le syndrome de Stockholm? C'est un lien d'empathie qui vient s'immiscer chez une victime de séquestration pour son ravisseur. En l'espèce, c'est bien le cas. La bête n'a jamais agi dans le bien de ma cliente. En effet, il l'a privée de sa vie, de sa liberté, de sa famille. Et pour cela, mesdames et messieurs les jurés, la bête doit purger la peine qui vous semblera nécessaire. Pour ce qui est du cas de mes deux autres clientes, Camille Chaise, la porte-parole du ministre de l'Intérieur, rappelle que le fait d'embrasser quelqu'un de force constitue une agression sexuelle à l'occasion de l'affaire Ménès. De plus, l'article 222-22 du Code pénal dispose que une agression sexuelle est une atteinte sexuelle commise avec surprise, violence, menace ou bien contrainte. Ce délit est puni de 5 ans d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende. C'est donc cette sanction qu'encourent le prince Philippe et le prince Florian. Mais cette sanction, en l'espèce, pourrait être encore plus lourde. Je m'explique. Les princesses, au moment des faits, sont endormies. Elles sont dans un profond sommeil. Pour les faits, il s'agit donc de la princesse Aurore qui s'est piqué le doigt sur un fuseau alors qu'elle tentait de filer le lin et a donc été plongée dans un profond sommeil à la suite d'un sort. Tandis que la princesse Blanche-Neige, quant à elle, a croqué dans une pomme empoisonnée offerte par sa belle-mère. Ah, les belles-mères. Bon, passons. Elles étaient donc dans un état de vulnérabilité puisqu'elles sont endormies. De ce fait, l'article 222-29 du Code pénal rappelle que lorsqu'une agression sexuelle est imposée à une personne qui est dans un état de vulnérabilité et que cette situation est connue de son auteur, de l'auteur du délit, ou bien apparente, la sanction encourue est de 7 ans d'emprisonnement. Il me semble, à mon sens, que le fait de dormir est une situation parfaitement apparente. Les yeux sont fermés, en principe nous sommes allongés, la situation est donc apparente et les princes ne pouvaient l'ignorer. Quand bien même nos princes seraient aveugles, ce dont je doute fortement, le prince Florian avait été informé de la situation de ma cliente Blanche-Neige par les 7 nains. Ils étaient donc parfaitement au courant. Le prince Florian et le prince Philippe doivent être punis pour avoir privé mes clientes de disposer librement de leur corps. J'aimerais à nouveau contester un point que mes confrères avocats de l'opposition soulèveront, en leur précisant qu'en l'espèce, l'état de nécessité ne peut être caractérisé. Donc, selon l'article 122-7 du Code pénal, l'état de nécessité, c'est lorsque, face à un danger actuel ou imminent, une personne, pour la sauvegarde d'autrui, va commettre un acte répréhensible et qui, du coup, sera exonérée de sa responsabilité. Sauf lorsqu'il y a disproportion entre les moyens employés et la menace. Eh bien, en l'espèce, il y a disproportion entre les moyens employés et la menace. Je m'explique. Les princesses ont déjà succombé au danger qui les guettait. Elles sont face à un danger constant, le fait d'être endormies. Et justement, puisqu'elles sont face à un danger constant qui ne risquait pas de changer, il revenait au prince de trouver un moyen plus orthodoxe de les réveiller sans commettre pour la même occasion un délit. Par exemple, les présenter au médecin de la cour. Chers jurés, je vous demande, pour le bien de mes clientes et le bien de cette affaire, de faire appel à votre raison, car il est ici question simplement de bon sens. Cher public, nous sommes ici ce soir afin que nos princesses voient leurs ravisseurs et non leurs sauveteurs condamnés pour les crimes et délits qu'ils ont pu commettre. Le droit des femmes, bien trop souvent oublié, doit être mis en avant ce soir. Nos princesses ont eu le courage de dénoncer leur prince, pas si charmant que cela. Je terminerai cette plaidoirie par une citation de Jules Renard. Le féminisme, c'est ne pas compter sur le prince charmant. Une leçon que nos princesses ont dorénavant retenue. Merci pour votre attention. Merci Julie. Merci Julie pour cette prestation. Nous accueillons donc maintenant notre troisième candidat, Aymeric Dufivol. Donc, notre troisième candidat est donc Aymeric. Il est actuellement en 3e année de licence de droit et ses passions sont le sport, la méditation, la lecture, l'actualité et enfin le bénévolat. Il a pour objectif d'intégrer la haute fonction publique.
En effet, l'envie de servir la République et le bien commun sont ses moteurs le faisant avancer dans ses études universitaires. Depuis son arrivée sur les bancs de l'université, il est tenté par ce concours. Et en dernière année, il se lance enfin. Émeric, tu as 10 minutes pour convaincre. Je te remercie. Bonjour Émeric. Mesdames, Messieurs, en vos grades et qualités, je tenais tout d'abord à vous faire part que c'est un honneur pour moi de plaider aujourd'hui devant ce prestigieux jury. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les assesseurs, Mesdames, Messieurs. Comme le disait Sacha Guitry, si le plus grand plaisir des hommes est de se payer les corps des femmes, le plus grand plaisir des femmes est de se payer la tête des hommes. Ici, de quoi est-il question? 3 valeureux princes qui auraient abusé de 3 princesses en venant à leur secours, ou 3 princesses secourues par des princes qui, outre le fait de se payer leur tête, les accusent des pires ignominies. Nous sommes face à un cas complexe. 3 femmes, 3 hommes, 2 agressions, un enlèvement ou bien 3 mensonges. Cela ressemble à une soirée de couple arrosée plus que de raison qui a viré au carnage, mais il n'en est rien. Tout simplement, car il n'y a eu point agression ni enlèvement. Diffamation mensongère et juste diffamation mensongère, mesdames, messieurs, c'est ce que je vais plaider aujourd'hui dans ce tribunal. Récapitulons les faits. 3 princesses sont en détresse, celles-ci doivent naturellement être secourues. C'est alors que surviennent 3 valeureux princes charmants. Ceux-ci leur portent alors tout naturellement secours. Il serait en effet dommage de finir devant le tribunal pour non-assistance à personne en danger. Néanmoins, le temps passant, ces princesses, lors d'une de leurs réunions annuelles, décident de poursuivre leurs princes respectifs. Le prince Adam pour enlèvement, ainsi que le prince Philippe et le prince Florian pour un baiser, que dis-je, un fugace bisou soi-disant forcé. Ce sont des accusations extrêmement graves. Je vous rappelle que les délits d'enlèvement et d'agression sexuelle sont passibles de peine d'emprisonnement. Ainsi, délivrées de leurs cages et chaînes, les princesses veulent y envoyer leur prince. Plutôt étonnant comme remerciement. Une chose me dérange, mesdames, messieurs du jury. Ce sont tout d'abord les circonstances de cette soi-disant réunion annuelle. Celle-ci a été, comme vous le savez, particulièrement animée. Bien entendu, vous l'aurez compris, ici on ne parle pas d'une réunion à regarder un Walt Disney avec ses copines, mais bien d'une réunion associative qui pour moi ressemblait plus à une réunion sectaire interdite aux hommes, occasion alors de commérage et de jeter le discrédit sur ceux-ci. Mais bon, l'on peut dire que ce type de réunion exclusive est dans l'actualité du moment. Rassurez-vous, je ne viens pas pour demander la dissolution de leur association. Concernant Belle, celle-ci affirme avoir été enlevée par la bête. Nous appellerons cette soi-disant bête le prince Adam. Je doute que les dites princesses seraient en joie que l'on les nomme comme des bestiales. Pour rappel, ici est question d'une cueillette de roses dans le jardin du prince Adam. Depuis quand viole-t-on les propriétés privées, se sert-on dans les jardins? Pour cela, il y a une échoppe fort sympathique et qui sert à cela, on dénomme cela un fleuriste. Contre toute attente, mon client, le prince Adam, évite à Belle tout tracas et lui permet de vivre dans son château. Cher jury, vous violez la propriété d'une personne. Entrez dans son jardin cueillir des fleurs. La personne vous épargne de toute violence ou récrimination et vous propose même de vivre dans son château. Comment appelez-vous un tel individu? Pour ma part, j'appelle cela un prince charmant. Belle va donc accepter et agréablement profiter du bien immobilier de luxe du prince Adam et ce au titre de la gratuité. Je doute que l'on soit ici face à un kidnappeur, mais plutôt face à une profiteuse et une bonimenteuse, face à ce qu'il est aujourd'hui commun d'appeler un bon gars, sans doute tant naïf que courtois. Concernant désormais mon client, le prince Philippe, accusé par la princesse Aurore, je vous récapitule brièvement les faits, une jeune femme qui a la chance de vivre dans un somptueux château. Quel privilège par ces temps de confinement. À l'âge de 15 ans, celle-ci tombe dans un sommeil profond. Et cela va durer tout de même une centaine d'années. Celle-ci a néanmoins bénéficié du sort d'une fée marraine lui permettant de se réveiller si elle est embrassée par un prince charmant. Imaginez que vous ayez une femme en état comateux et l'on vous fait part que si vous l'embrassez, celle-ci sortira de ce coma. Que faites-vous? Certes, je ne doute pas qu'une princesse âgée de 115 années soit fort charmante et au mieux de sa forme physique, mais vous êtes des gens de bien, donc vous l'embrassez pour la sauver. Et c'est ce qu'a fait le prince Philippe. Celui-ci, dans son grand altruisme naturel, va embrasser Aurore pour lui redonner vie. Celle-ci, en remerciement, l'accuse d'agression sexuelle. Mais où sommes-nous, mesdames, messieurs? En échange de ce geste désintéressé et purement altruiste, de telles accusations nauséabondes et infondées. J'ajouterai que le prince Philippe,
charmant, je le précise, tout autant physiquement que financièrement, n'a nul besoin d'aller embrasser une femme de 115 ans dans le coma au fond d'une tour prête à s'écrouler, alors que moult prétendantes sont à ses pieds en bas de son château. Aucune preuve ne montre que cette Aurore aurait été embrassée de force par le prince Philippe. En revanche, l'on voit bien une femme qui est revenue d'entre les morts et qui, au lieu de croquer la vie à pleines dents, s'amuse à poursuivre un pauvre malheureux, faute d'avoir pris quelques rides non désirées et suivre un effet de mode. Parlons enfin de Blanche-Neige. Jeune fille qui a perdu sa mère à sa naissance, qui souffre du manque d'un père très peu présent et qui a une belle-mère qui souhaite sa mort. En effet, sa belle-mère la reine voulait la tuer. Blanche-Neige fuit alors le domicile familial. Par chance, elle est majeure, les forces de l'ordre ne sont point à ses trousses. Néanmoins, sa mère a envoyé un tueur. Blanche-Neige se retrouve seule dans une forêt avec un homme qui la chasse tel un gibier apeuré. Par chance, elle y échappera. Sa belle-mère, par la suite, va essayer de la tuer tout de même à 3 reprises. Comment vous dire que psychologiquement parlant, cela doit avoir un certain impact? Loin de moi l'idée de dire que cette jeune femme n'est point saine d'esprit, je vous en laisserai juger par vous-même. Mesdames, Messieurs, autant vous dire que si vous viviez ce qu'elle a vécu, je doute que vous en sortiez avec une santé mentale et une réflexion optimale. À partir de ce moment, on peut se poser des questions sur l'état psychiatrique de cette jeune femme. À la suite, cette jeune femme tombe dans le coma, comme si elle n'avait pas déjà eu assez de problèmes. Mais un prince l'a secourue, le prince Florian. Un homme merveilleux qui arrive au milieu d'une situation, l'on peut dire sans abus de langage, pardonnez-moi le terme, mais comme dirait Cambronne, assez merdique. Ce prince l'a sauvée. Et aujourd'hui, elle l'accuse d'un bisou forcé. Laissez-moi douter de la véracité de cette accusation. J'ajouterais que celle-ci chantait dans la période sombre de son existence « Un jour, mon prince viendra ». Nous pouvons même trouver plus accablant. Celle-ci chantait également « Il est si merveilleux, comment résister ?» Autant vous dire qu'il n'y a aucune preuve attestant de ce bisou charmant forcé. En revanche, nous sommes en présence d'une femme instable psychologiquement qui affirme qu'elle attend un prince charmant et se fait sauver la vie par un individu, par chance, un prince charmant. Mon client, le prince Florian, n'a en aucune façon abusé de cette jeune femme. Si celui-ci voulait embrasser une femme, je vous rassure, toutes les jeunes demoiselles du royaume sont à ses pieds et il n'aurait certainement pas choisi une femme avec une vie ressemblant à un naufrage plus gros que celui du Titanic, étant, on peut le dire, quasiment en état de mort cérébrale. Un jour, mon prince viendra, répétait-elle encore, eh bien, il était là et c'est tout. Je finirai enfin par vous faire part du passé de mes clients. Ceux-ci sont de charmants jeunes hommes, sans histoire. Vous pouvez même aller consulter leurs antécédents judiciaires sur Cassiopée, cher jury, si tant est que vous arriviez à aller plus loin que le login et le mot de passe, mais cela est un autre souci. Libérés, kidnappés, libérés, délivrés, ce ne sont pas ici des princesses, mais bien des bonimenteuses, qui à coups de balance ton prince vont essayer de faire condamner mes clients. Les princes ont vu leur réputation par tous les royaumes détruite. Ceux-ci sont devenus détestés et mal aimés par de faux procès et par une justice populaire qui a soif de sang. Les hashtags balance ton prince ont explosé sur le tweet au royaume. Honneur et dignité souillés, identité violée et vie brisée. Voilà les résultats qu'entraîne in fine ce genre de poursuite abusive et diffamatoire. Mesdames, Messieurs du tribunal, avant toute chose, je vous fais part de mon espérance quant aux éventuelles poursuites pour dénonciation calomnieuse que le ministère public pourrait engager à l'encontre des princesses. Je vous demande non seulement la relaxe des princes, qui nous apparaît ici comme une évidence, mais au titre des préjudices moraux subis par mes clients, que vous condamniez ces 3 princesses à des dommages et intérêts pour leur faire comprendre que dénoncer calomnieusement leur sauveteur n'est point rendre justice. Je vous remercie. Mesdames, Messieurs, les membres du jury, Mesdames, Messieurs, je vous remercie de votre écoute et profite de cette fin de plaidoirie pour rappeler que cette plaidoirie était bien une œuvre fictive et vous fais part de ma profonde pensée pour toutes les femmes victimes de violences et pour les différents acteurs publics qui chaque jour mènent un combat contre les violences faites aux femmes. Combat qu'il faut continuer de mener sans relâche. Vive la faculté de droit et vive la République. Merci, Émeric. Merci beaucoup pour cette plaidoirie, Émeric. Nous attaquons déjà notre dernière plaidoirie de la soirée avec Yona Mbaye. Alors, notre dernière candidate est Yona Mbaye. Actuellement en 2e année de licence de droit, elle est une fan inconditionnelle de Game of Thrones et des pâtes carbonara. Si elle devait être une princesse Disney, elle serait sans hésitation Vaiana et Mérida, qui sont les princesses les plus modernes de toutes les princesses d'après elle.
Plus tard, elle aimerait devenir une future Annalise Keating en devenant avocate en droit public ou juriste. Elle participe aujourd'hui au concours pour libérer et délivrer les héroïnes Disney qui ont trop souvent été sous-estimées. Yona, tu as 10 minutes pour nous convaincre. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Et ils vécurent heureux pour l'éternité. Quel film Disney ne s'est-il jamais terminé sur cette happy ending des plus originales? Blanche-Neige, Cendrillon ou plus récemment En réponse ou La Reine des Neiges, aucun film Disney ne fait l'exception. Une princesse rencontre un beau prince qui vole à son secours. Ils se marient, ont 2, 3, voire 4 enfants s'ils sont productifs et ils vécurent heureux jusqu'à la fin des temps. Mais est-ce la réalité? La princesse est-elle réellement heureuse avec son prince qui a utilisé des méthodes peu orthodoxes pour la sauver? Eh bien, la réponse est non. Puisque si je me tiens devant vous aujourd'hui, c'est parce que certaines de ces princesses ont enfin réalisé que l'homme qualifié comme son sauveteur pouvait aussi devenir son agresseur. Et c'est ainsi à juste titre que mes clientes, La Belle, Aurore et Blanche-Neige, ont décidé d'engager des poursuites à l'encontre de leur prince charmant. Intéressons-nous premièrement au cas de La Belle, protagoniste principale du célébrissime film La Belle et la Bête. En l'espèce, ma cliente, constatant la disparition de son père, décide de partir à sa recherche et constate avec effroi qu'il est séquestré dans un château. Prise de courage, elle décide de confronter le propriétaire du château, qui n'est autre qu'une bête immonde, qui accepte de libérer son père, mais décide de kidnapper et séquestrer Belle à sa place. En effet, c'est beaucoup plus intéressant de kidnapper une jolie jeune femme qu'un papy de 70 ans qui vraisemblablement ne va pas faire long feu et est beaucoup moins séduisant. Ma cliente a donc été séquestrée par la bête 3 mois, soit 90 jours, ou plus exactement 2160 heures, ou tout simplement 129 600 minutes. Or, l'article 224-1 du Code pénal dispose que le fait d'arrêter, d'enlever, de détenir ou de séquestrer une personne est puni de 20 ans de réclusion criminelle. Il y a circonstances aggravantes lorsqu'il y a une pluralité de victimes. En l'espèce, la bête a fait une pierre de coups puisqu'il a kidnappé à la fois Belle et son père. Concentrons-nous maintenant sur l'histoire de Aurore et Blanche-Neige qui ont toutes deux été embrassées à leur insu alors qu'elles étaient dans un profond sommeil. Pour vous aider à visualiser la scène, prenons cette hypothèse. Vous vous êtes laissé aller à un doux sommeil réparateur quand d'un coup, vous sentez un poids baveux se poser sur vos lèvres. Et lorsque vous vous réveillez, vous découvrez un homme penché sur vous en train de vous embrasser langoureusement. Solution A. Vous vous réjouissez et tombez tout de suite folle amoureuse de lui. Solution B. Vous le repoussez avec dégoût et allez porter plainte pour agression sexuelle. Solution C, vous lui proposez de regarder avec vous le dernier épisode de Game of Thrones. Si le choix est trop difficile pour vous, vous pouvez solliciter l'aide d'un ami. Mais je vais vous faciliter la tâche. En l'espèce, il s'agira de choisir le choix B. Mais d'un point de vue juridique, qualifier un baiser volé d'agression sexuelle peut parfois être très complexe. En effet, selon le Code pénal, pour qu'une agression sexuelle soit caractérisée, 2 conditions doivent être remplies. Les faits doivent tout d'abord comporter une connotation sexuelle et l'agresseur doit avoir agi par menace, violence ou surprise. S'agissant de l'agissement des princes, il n'y a aucun doute. Quoi de plus surprenant qu'embrasser une femme dans son sommeil? Mais la qualification de baiser volé comme ayant une connotation sexuelle a été très largement controversée. En effet, certains ont pu considérer qu'un baiser consenti unilatéralement n'avait aucune connotation sexuelle. Néanmoins, peu importe la partie du corps de la femme qui est concernée par l'atteinte, que ce soit la bouche, les oreilles, les pieds, lorsqu'il y a une atteinte physique, cette atteinte devrait être qualifiée d'agression sexuelle. Ainsi, il ne faudrait pas s'attarder sur la nature du geste ou la partie du corps de la femme qui est la cible de l'homme, mais bien sur l'aspect plus
psychologique de la démarche. On pourrait estimer alors que la volonté d'embrasser la femme est la première étape d'un processus voulu par l'homme et devant conduire à une relation sexuelle, à un viol. Et par l'initiative du baiser, on a bien une tentative. C'est à son article 121-5 que le Code pénal dispose en effet que la tentative est constituée dès lors que manifestée par un commencement d'exécution, elle n'a été suspendue ou n'a manqué à son terme qu'en raison de circonstances indépendantes de la volonté de son auteur, en l'espèce, le réveil de la princesse. Mais vous vous demandez sûrement si les princes avaient réellement la volonté d'aller au-delà d'un simple baiser ou si c'est uniquement par bonté qu'ils se sont adonnés à cet acte afin de libérer les princesses du mal qui les occupait. En effet, et c'est compréhensible, difficile de croire qu'un film Disney pourrait avoir des vices cachés aussi pervers. Pour vous convaincre, un petit voyage dans le temps s'avère nécessaire. Remontons aux origines du film La Belle au bois dormant. À l'époque intitulé Soleil, Lune et Thalie et écrit par le poète italien Giambattista Basile, cet ouvrage met en scène Thalie, fille d'un puissant seigneur, qui, après s'être enfoncé une écharde dans le doigt, tombe dans un profond sommeil. Jusqu'ici, rien ne change. L'histoire reste similaire à celle que nous connaissons tous. Mais dans cette version, le beau prince est remplacé par un roi déjà marié qui va tomber sur la princesse endormie et après lui avoir déposé un baiser infructueux, je cite, « Celui-ci la porte jusqu'à sa couche et après avoir récolté les fruits de l'amour, la laisse allongée là. » Les faits sont bien là. Et c'est ces mêmes faits qui ont inspiré l'histoire de Charles Perrault qui a été par la suite reprise par Disney. Ainsi, je vous le demande, comment ne pouvons-nous pas qualifier le baiser volé qu'a subi Aurore d'agression sexuelle au sens de l'article 122-22 du Code pénal? La même qualification devrait s'appliquer à Blanche-Neige qui a subi des faits similaires. Ce n'est pas sans rappeler qu'à la date de la commission des faits, les deux princesses étaient toutes deux mineures. En effet, Aurore était tout juste âgée de 16 ans et Blanche-Neige de 14 ans. Le Code pénal, à son article 227-25, dispose que le fait par un majeur d'exercer une atteinte sexuelle sur un mineur de 15 ans est puni de 7 ans d'emprisonnement et de 100 000 € d'amende. Alors, est-ce vraiment cela que l'on veut inculquer à nos enfants? Qu'une relation d'amour est le fruit d'un baiser forcé et d'une séquestration? Et je finirai ma plaidoirie sur ces mots. Ces films que l'on a tous déjà vus et que l'on montre à nos enfants dès le plus jeune âge, viennent banaliser la culture du viol et le syndrome de Stockholm sans que personne n'y porte attention. Mesdames et messieurs, je vous remercie en revanche de l'attention que vous avez portée à ma plaidoirie. Merci. Merci, Yona. Merci beaucoup, Yona, pour votre prestation. Vous venez donc de voir nos 4 candidats qui ont chacun défendu les princesses ou les princes. Nous allons maintenant laisser le jury partir délibérer pendant 10 minutes et nous annoncer le classement. Je vais peut-être profiter de cette petite coupure pour remercier les jurys, en tout cas, et les membres qui ont permis que ce concours se réalise. Le concours a été organisé par le Rotarac. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas le Rotarac, nous sommes une association de jeunes. Il y en a pas mal en France. En Bretagne, nous avons par exemple Rennes et Brest qui sont les plus proches de nous, mais aussi Saint-Malo. Donc, c'est des jeunes qui vont de 18 à 30 ans environ. On se rejoint régulièrement pour faire des réunions, tout ça. Nous organisons pas mal d'actions. Donc, le Rotarac de Saint-Brieuc, c'est surtout le concours de plaidoirie qu'on organise, mais on aide aussi à faire des ventes de bonnets de Noël, de sapins. Il faut savoir qu'il n'y a pas de conditions, c'est une association. Vous venez si vous voulez aider, tout ça. On aide régulièrement, on a EDM aussi. Tous les étudiants en droit doivent connaître. Pour ceux qui ne sont pas à la fac, il faut savoir que c'est l'association des étudiants de la faculté de Saint-Brieuc.
Donc, le concours est normalement organisé en très étroite collaboration avec eux d'habitude, puisqu'il est organisé à la faculté. Bon, en raison du Covid, nous sommes tous ici ce soir. Donc, il ne faut pas hésiter, Rotaract, si vous voulez des informations, si vous voulez savoir ce qu'on fait. Nous sommes sur Instagram, sur Facebook également. Il faut savoir que le Rotaract, ça permet aussi de voyager, puisqu'on va souvent dans les clubs des uns, des autres, tout ça. Donc, il faut nous contacter et venir découvrir un peu tout ce qu'on fait. C'est beaucoup d'aides que nous réalisons. Distribuons, par exemple, il y a eu des collectes de masques, de gel hydroalcoolique, des bons. Nous sommes en train de nous organiser aussi pour distribuer des bons pour les étudiants, pour avoir des paniers repas, tout ça. Donc, voilà, j'en profite du concours pour vous présenter un peu, puisque beaucoup ne connaissent pas le Rotaract. Apparemment, chaque année, vous vous demandez un peu qui organise le concours de plaidoirie, tout ça, et bien c'est nous. Et le club de Saint-Brieuc a grandement besoin de nouvelles mains. Étant moi-même en L3, normalement, je quitte Saint-Brieuc, donc on recherche des membres pour continuer à s'investir sur le terrain, tout ça. Voilà. En tout cas, merci à tous d'être venus. On n'espérait pas tant de monde. Puis on attend nos jurys pour voir les résultats. En tout cas, j'espère que ça vous a plu, ce concours. J'avoue que c'est une grande première sur Zoom, tout ça. Donc, on a essayé de faire au mieux, de partager au maximum pour que tout le monde puisse y accéder. À noter que le concours est enregistré et il sera partagé sur notre page Facebook Armor Rotaract. Donc, si vous voulez le voir ou le montrer éventuellement à des amis qui n'ont pas pu être là ce soir, il ne faut pas hésiter. Vous pouvez récupérer le lien, tout ça pour regarder. N'hésitez pas aussi, au fait, le concours a lieu chaque année. Et j'avoue que ce serait bien qu'on ait plus de candidats, normalement. On peut augmenter les effectifs. 4 candidats, on a choisi cette année parce que, bon, pour Zoom, c'était plus simple, tout ça. Mais n'hésitez pas à vous présenter, les étudiants. Je sais que ça peut faire peur, ça peut être intimidant, mais c'est un super exercice à faire. Les candidats qui viennent de passer pourront vous le dire. Que ce soit pour la rédaction ou le passage, c'est toujours un bon exercice. Donc, il ne faut pas hésiter à se présenter, surtout. En général, il n'y a pas de mauvaise plaidoirie. Hein, vous en sortez tous très bien. C'est un super exercice pour la suite. Donc, pour l'année prochaine, pensez-y. Normalement, il y aura un autre concours encore. Je peux peut-être me permettre, Bérénice, de compléter un petit peu pour te dire que le concours n'est pas réservé aux étudiants de Saint-Brieuc. Il se déroule habituellement à Saint-Brieuc parce que c'est là qu'il a été créé, mais il est ouvert à tous les étudiants de L1, L2, L3 qui sont inscrits dans un établissement de droit dans le district Bretagne-Mayenne. Donc, c'est ouvert à tout le monde. Merci pour cette précision, Marie-Renée. Donc, n'hésitez pas. Si vous avez des amis également qui sont à Rennes, on a un peu plus de mal à se faire connaître dans tout le district d'ailleurs. Si vous avez des amis à la fac de droit, vous n'hésitez pas, vous leur partagez, vous leur dites voilà. Puis c'est toujours sympa à regarder un concours de plaidoirie. Hein. Rennes, Vannes, Brest, c'est ouvert à tout le monde. En tout cas, on peut féliciter tous nos participants qui ont vraiment fait des très belles prestations. Et j'avoue que j'ai été étonnée par certaines, ils ont adopté des angles auxquels je n'aurais pas pensé. Donc, très intéressant en tout cas, comme quoi, faire un concours, ça ouvre un peu les... Qui aurait pensé que les princesses pourraient porter plainte contre leur prince, franchement. S'il y a des candidats éventuellement qui veulent prendre la parole, nous dire s'ils ont trouvé l'exercice difficile, si le sujet les inspirait ou pas, n'hésitez pas. Hein. Et d'essayer de donner envie à d'autres de participer peut-être pour la futur concours. Pour ma part, je vous remercie tous d'être venus si nombreux pour venir nous voir plaider ce soir. Je remercie également le Rotary, Armor Rotaract pour l'organisation de ce concours et que c'était une chance et une joie de venir plaider devant vous ce soir. Voilà. Je vous souhaite à tous une bonne soirée. Merci, Émeric. Je peux annoncer les résultats? Oui, vous pouvez. Bien, mes chers amis, mesdames et messieurs, après délibération vraiment très serrée, je n'ai pas dit très tendue, mais très riche, du jury. Le jury, d'abord, une remarque d'ordre général. Les 4 prestations étaient vraiment de qualité. Il y avait de l'imagination, de la réflexion, des arguments. Il y avait l'expression, il y avait du fond, tout le monde a respecté le temps imparti. Bien entendu, à un moment donné, il faut trancher et le jury a tranché en déclarant gagnant ex aequo Yona Mbaye et Émeric Dufilo.
et bien sûr Emma ensuite et Julie. Cela n'enlève absolument rien aux prestations des uns et des autres, ceux qui ne sont pas ex aequo. Tout simplement, à un moment donné, il fallait trancher entre est-ce qu'il fallait argumenter davantage sur le plan juridique, ou un peu plus d'imagination, un peu plus d'empathie, un peu plus de spontanéité également. Tout ça a joué dans le choix du jury. Je vais laisser à chaque membre du jury de donner son impression, son sentiment. Madame Martin, à vous la parole. Donc, vraiment, félicitations aux 4 participants. Alors, moi, j'ai vraiment beaucoup apprécié vos prestations. Et donc, moi, j'ai été particulièrement touchée par le Yona. Hein, je vous ai vraiment trouvé très chaleureuse. Enfin, vous faites passer une réelle émotion dans votre discours. Vous mettez beaucoup de cœur. Et voilà, ça m'a vraiment touchée. Et Émeric, j'ai beaucoup aimé votre audace et votre ruse. C'était quand même assez osé comme discours. Vous avez été à la limite du politiquement correct à plusieurs reprises, mais avec toujours de l'humour et du tact et de la légèreté. Donc, belle finesse oratoire. Donc, un grand bravo à tous les 4. Hein. Vous avez vraiment été super tous les 4. Merci. Maître Graïc. Ah, on l'a pas, Maître Graïc? Si? On l'a perdu. Moi, je parlais avec le micro fermé, faute de débutant. Donc, félicitations à chacun de vous 4 hein, pour les belles prestations que vous nous avez offertes ce soir. Il y avait 4 plaidoiries très différentes, mais toutes les 4 de qualité et avec des orateurs talentueux. Je suis sûre que vous avez beaucoup d'avenir parce que vous avez vraiment, vous nous avez offert un exercice particulièrement réussi. C'était pour autant un exercice difficile parce que le sujet, même s'il avait l'air un peu simple et rigolo de prime abord, nécessitait quand même d'avoir une forte imagination, de mettre son imagination en marche et de pouvoir argumenter sur des sujets d'actualité. Vous l'avez très très bien fait chacun, mais comme l'a dit le président tout à l'heure, il faut trancher, il faut choisir. Et j'ai, comme Madame Martin, été très sensible à la plaidoirie de Yona, également à celle d'Émeric, et très sensible également à celle de Emma qui a peut-être fait un exposé plus général, également celle de Julie qui, elle, s'est orientée plus sur une démonstration pénale. Mais vous avez tous très bien réussi. Je vous félicite. Merci. Roxane? Alors, bien évidemment, félicitations aux participants. Alors, clairement, pour moi, ça aurait été très difficile. Je ne sais pas si j'en aurais été capable, donc vraiment, pas à vous. Alors, pour moi, je retiendrai, Émeric, le positionnement qui a été le vôtre. Intéressant, effectivement, à la limite, parfois, voilà, vous dire, bon, est-ce qu'il il va pas franchir la ligne rouge, mais non. Tout juste, mais non. En fait, non. Donc, il y en a, moi j'ai retenu surtout l'aisance, vraiment, c'était comme si vous aviez fait ça toute votre vie, c'était vraiment très, très intéressant et avec un vrai fond, un vrai raisonnement qui se tenait. Après, effectivement, Emma, le cheminement que j'ai beaucoup apprécié et aussi, effectivement, en première année, dis donc, bravo. Aussi de réussir à sortir cette prestation-là. Et donc, Julie, pour aussi, moi, j'ai retenu de l'aspect vraiment très juridique. Alors, moi, c'est bon, je me croyais dans un procès. Donc, voilà, c'était intéressant pour moi. Merci à tous et bravo. Maître English. Oui, effectivement, bravo aux 4 candidats. Vous nous avez offert une prestation qui était vraiment passionnante à regarder, à écouter en spectateur. On a 2 gagnants ex aequo et c'est ça qui est très intéressant dans cet exercice, avec des styles très différents, avec des plaidoiries, déjà des positions complètement opposées, mais des styles de plaidoirie très différents. L'un allant presque dans la plaidoirie de rupture, l'autre dans une analyse beaucoup plus poussée des faits. Ça fait aussi la différence, la question du sujet, de comment vous avez rattaché au sujet et essayé de construire autour de ces mythes, autour de ces histoires.
ce qui fait la différence, à chaque fois, il y a des choses différentes qui font la différence entre les différentes plaidoiries. La maîtrise du débit, moi j'ai beaucoup aimé, à la fois chez Émeric et chez Yona, la maîtrise du débit, le débit de la parole qui est très très important dans ce type d'exercice, surtout quand on n'a pas le reste, on vous voit comme ça en coupé. Mais on peut finalement, même sur ce type d'exercice, on voit également l'engagement physique des uns et des autres. On note par exemple que Emma avait pris le choix de plaider debout, hein, et non assis. Alors, on peut plaider debout, y compris en visioconférence. Et ça donne un engagement physique, une conviction supplémentaire. Donc, bravo à tous les 4. Il faut des vainqueurs. Et là, on a délibéré assez longtemps. On a trouvé 2 vainqueurs ex aequo. Mais bravo à tous les candidats. C'était une très, très belle prestation. Ça veut dire que l'oralité a de l'avenir dans la profession d'avocat et de manière générale dans d'autres professions. C'est une bonne chose. Merci, maître. Bien, pour nous, notre travail, nous avons fait notre travail comme jury. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire, Bérénice? Je pense que c'est à peu près tout. C'est à moi de vous remercier maintenant d'avoir délibéré et de nous avoir trouvé d'aussi beaux candidats. Bon, oui, alors pour terminer, je tiens à saluer toutes les personnes qui ont assisté à ce concours. 73, 75 personnes, c'est extraordinaire, c'est parfait. Il est vrai que nous aurions aimé être devant vous avec les candidats dans cet amphi 4 de l'antenne de la faculté de droit à Saint-Brieuc, que je connais par cœur, bien sûr. Mais voilà. Enfin, l'outil informatique vient au secours et bravo Bérénice et votre équipe parce que vous avez pris sur votre temps pour vraiment organiser ce concours et c'est à l'honneur des Rotaraxiens. C'est tout à fait conforme à vos valeurs. Bravo et bonne continuation. Je dis ça sous le regard bienveillant de Roxane. Hein, elle écoute. Voilà. Et je souhaite une très bonne soirée à tout le monde et bien entendu à Marie-Renée au passage tout particulièrement. Et moi, je voulais dire un grand merci à Bérénice et à Marie parce que vraiment, cette réalisation cette année, c'est leur initiative. Bien sûr, on les a soutenues, on les a accompagnées, mais l'initiative vient d'elles et c'est exceptionnel. C'est pas bien, c'est exceptionnel. Merci aussi au jury, merci à tous les participants, merci au public et Bérénice, je te rends la parole parce que effectivement, c'est à toi que revient le droit, le devoir et l'obligation de conclure ce concours de plaidoirie. Merci en tout cas à toi. Merci beaucoup Marie-Renée pour tous ces remerciements. Merci à tous. Je vous remercie très sincèrement d'être tous venus, d'avoir été à l'écoute, aux candidats bien sûr qui se sont présentés. Ça a été une joie de vous lire au tout départ et de vous entendre maintenant. Le jury, sans vous, rien ne pourra avoir lieu. Merci à tous d'avoir répondu présent et d'avoir été à l'écoute tout le long. Je vous souhaite à tous une bonne soirée et je vous remercie en espérant tous vous revoir l'année prochaine ou à l'occasion d'une autre action du Rotaract peut-être. Merci beaucoup.